Mm. D'abord, je pense que c'est ici. Ok. Salut à tous et bon retour sur la plateforme. Euh, la dernière vidéo qui a été postée, elle avait apparemment pas, elle avait un souci de son. Donc, il est avéré que lors de la production, bon, j'ai enregistré, mais lors de la production, j'ai détaché la vidéo de l'audio et sans me rendre compte, certainement, l'audio n'a pas été inclus dans euh, le rendu du projet. Donc, du coup, la vidéo a le son. Au début, j'avais le générique à son son, mais après, il y avait plus rien. Donc, je refais ceci aujourd'hui je profite une fois pour essayer de vous montrer comment est-ce que ça fonctionne, en live. Toujours le même logiciel et toujours, ce n'est pas, euh, je veux dire, ce n'est pas la version finale. C'est juste fascinant parce que ça évolue très vite, contrairement à ce que j'imaginais. Ça évolue super vite. Et puis, très bientôt, nous aurons une version qu'on peut distribuer au grand public. C'est une fierté pour nous parce que il n'y en a pas encore sur euh, le web, il y a pas encore ça. Moi, j'ai pas encore vu une application qui traite les résisticités électriques avec les simulations en jeux statistiques. J'ai déjà lu des articles euh, qui en parlent, mais je n'ai pas encore vu une application à proprement parler qui le fait. Donc, c'est une première et c'est pourquoi c'est fascinant. Disons que pour moi, c'est un bon moyen d'occuper mon temps libre. Alors, je vais juste compiler le projet et ensemble, nous allons l'implémenter. Alors, il faut pardonner ma machine. C'est pas une machine super robuste pour ce genre de choses. Mais, certainement, on va pouvoir faire ce qu'on a prévu de faire. Ah, ok. On va parler de face principale. Donne-moi que je peux retirer cette image ici. Je vais plutôt mettre l'application de ce côté. Mettre ma fenêtre ici. On va un peu faire genre, je regarde. Hmm. Donc, l'application travaille avec le fichier CSV. Euh, c'est plus facile de lire un fichier texte. Mm. Puis, ça offre certaine portabilité du logiciel. Donc, on importe une donnée. Euh, c'est facile. Voilà. Je vais prendre le profil table. Et lors de l'importation, on spécifie le champ. Il y a peut-être un meilleur moyen de faire cette partie, mais pour le moment, on évite de rendre le début complexe pour que ce soit facile pour n'importe qui. Donc, et puis, pourquoi pas, peut-être que les prochaines versions, les prochaines améliorations vont tenir compte des différents types d'instruments parce que ici, je pense que l'application est conçue pour travailler avec des données issues des instruments Iris. Mais il y a plusieurs autres types d'instruments. Nous avons parlé dans notre vidéo de DAS. Et un petit DAS ont une structure de fichiers différente. Donc, on n'a pas encore pris ça en compte. Ici, c'est juste les, les- les données issues des instruments Iris. Et pour travailler avec
du logiciel, vous allez ouvrir le fichier le fichier binaire issu de votre syscall pour le système général. Vous allez ouvrir ça dans POSIX. Et dans POSIX, vous pouvez exporter un fichier CSV. Une autre chose que vous allez devoir faire après maintenant, c'est calculer les distances d'électrodes, AB sur 2, MN sur 2. Ça vous permet d'avoir les positions X, Y de vos points. Je vais vous montrer très rapidement ici, je parle. Ah, ok. Il y a deux champs ici qui ont le même A, X, B, c'est XM. Donc, je disais tantôt, vous allez devoir calculer AB sur 2, MN sur 2 pour avoir les coordonnées de ces points. Ceci dépend maintenant de la configuration. Donc, avec un Schlumberger, il y a une formule. Avec dipôle, il y a une formule. Avec Weinberger, il y a une formule. Le logiciel n'a pas encore pris ça en compte. Ça aussi. Donc, on peut ajouter la topographie du profil avant de passer au traitement. Donc, pourquoi pas, allons-y, faisons ça. Donc, pour ajouter la topographie, je vais ici, je vais dire, je vais chercher la partie d'un CSV. Et je vais choisir, ça devrait non pas être le fichier est dans un autre dossier, en fait, ça peut pas s'éviter. C'est être ici, 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 et c'est un fichier CSV. Donc, vous aurez la possibilité d'importer votre topographie dans un fichier TXT, fichier texte, un fichier .dat, un fichier CSV. Donc, nous, on va travailler avec celui-ci, fichier CSV. On va importer, et en principe, ça, c'est. Oui, d'accord, ça, c'est une donnée synthétique, n'est-ce pas? Cette typographie peut être vraie ici, mais ici. mm, Donc, c'est un fichier qui a été modifié juste pour un souci de CH. Je pense juste parce qu'on veut tester. Alors, sans trop tarder, je vais vous faire, je vais vous démontrer, ou alors vous montrer comment vous utilisez ce logiciel. Voilà, le moins le plus rapide. C'est parce que normalement, vous avez besoin de beaucoup de choses. Mais je commence par ce que je trouve essentiel. Vous avez besoin d'un modèle de diagramme pour votre tomographie. Donc ici, on va dire qu'on travaille sans anisotropie. Vous avez le choix entre les SP et RO, comme je disais tantôt. Vous pouvez travailler avec le potentiel spontané ou alors avec les résistivité. Bon, moi, je vais calculer le diagramme pour les résistivité. Et vous avez configuré le calcul du modèle expérimental. Cliquez sur le bouton de validation et après, vous allez avoir une fenêtre où vous avez votre modèle expérimental et la possibilité d'utiliser deux méthodes automatiques pour lisser votre modèle expérimental pour faire le lissage manuel. Les deux méthodes automatiques sont le moindre carré et l'algorithme génétique. Le moindre carré à ce niveau, j'ai pas trop travaillé avec, donc je ne saurais. Moi, je préfère utiliser les algorithmes génétiques. C'est plus rapide. C'est moins, euh, comment dire, moins de carrés vont prendre beaucoup plus de temps et puis parfois aussi, puisqu'il y a des configurations que vous devez faire pour les moins de carrés, parfois aussi ça va dépendre de votre expérience professionnelle. Ce qui signifie que quelqu'un qui n'a pas cette expérience professionnelle-là aura des difficultés à utiliser le moins de carrés. Donc ça fait que les algorithmes génétiques pour moi semblent le choix approprié pour un débutant ou un professionnel parce que là, vous définissez juste le type de modèle que vous pensez pouvoir être approprié pour votre modèle expérimental et vous validez. Et vous avez un modèle qui a été proposé par votre algorithme génétique automatiquement. Et vous voyez que là, on a un modèle plutôt qui est, je vais dire, un bon modèle. Et je valide. Et une fois que j'ai ce modèle, en principe, je devrais être en mesure de lancer mon inversion. Mais avant de lancer l'inversion, il y a des choses qui sont nécessaires.
les choses que je vous ai pas montrées dans la précédente vidéo. La première chose nécessaire pour faire cela, c'est une configuration de votre simulation que vous allez utiliser pour l'impression. Donc, vous dites, je n'utilise pas les paramètres issus d'une impression 1D, donc je n'ai pas besoin d'importer ces paramètres-là. Je veux une résolution en X et en Y. Ça, c'est la taille de la grille. Si je fais 100 et 50, ça va faire 50 sous division sur l'axe de 10 et, pardon, pardon, 100 sous division sur l'axe de 10 et 50 sous division sur l'axe de 10. Ça me fait une matrice de 100 fois 50. Alors, je vais prendre, disons 100 fois 100. Est-ce que je vais changer le variable à chaque fois? Ça aussi, c'est, beaucoup de personnes ne le savent pas. Mais la majeure partie des simulations de jeux statistiques qui sont basées sur le modèle de Varogram, qui est un rééchantillonnage de la fonction de covariance qui est le Varogram. Parce que lorsque vous avez simulé, c'est un peu comme vous imaginez, vous, je ne sais pas si vous avez déjà vu le film de Retour vers le futur. Donc, il y a un concept selon lequel, si j'ai vu le futur, le fait d'avoir vu le futur impacte le présent et impacte le passé. Donc, je vois le futur, ça change le passé, et le passé qui a changé change le présent. Il y a aussi ça dans Supernatural, mais je vous laisse aller découvrir. Donc, c'est un peu ça l'idée que dans la simulation, c'est ce qui est basé sur l'arrogance. Vous simulez à un point que vous ignorez au départ. Mais le fait que vous connaissez maintenant la valeur à ce point vous impose de changer la distribution initiale de vos données, qui va maintenant vous imposer de changer la distribution, euh, la, le modèle de fonction de covariance. Par contre, il y a des situations où ceci n'a pas un grand impact. Si vous vous souvenez bien, la grille initiale de mes points était plutôt bien occupée. Genre, les points couvraient plutôt une grande partie de ma grille. Ce qui fait que, à moins qu'il y ait un phénomène vraiment particulier qui va apporter des valeurs extrêmes, euh, je n'ai pas nécessairement besoin de faire ce rééchantillonnage. Par contre, lorsque le point ne couvre pas suffisamment ma superficie, j'ai besoin de faire ce échantillonnage parce que c'est là où euh, le modèle peut à tout moment changer parce que la certitude de mon modèle de barogramme dépend de la couverture de mon domaine d'échantillonnage. Donc, plus je couvre le domaine, plus je me rapproche d'un bon modèle de barogramme, étant donné que j'utilise tous les points pour calculer le barogramme. Ce sont des petites choses qui sont négligées généralement, mais il faut faire très attention parce que c'est ça qui détermine la qualité de votre simulation. Vous allez voir beaucoup de personnes vont dire, oh, aujourd'hui, vraiment, les simulations séquentielles gaussiennes ne sont plus appropriées. Vraiment, le wagon ne peut pas capturer la variabilité d'une structure complexe. Mais je dis non. Je dis que le wagon peut, pour beaucoup de raisons que je ne vais pas citer ici, puisque ce n'est pas la raison pour laquelle je fais cette vidéo, mais euh, très certainement, on aura l'occasion de revenir là-dessus. Non, je ne vais pas rééchantillonner mon wagon. Et ici, vous avez l'option d'utiliser une approche fréquentielle pour jouer avec l'incertitude de votre simulation ou une approche Bayesienne. Ici aussi, je ne vais pas trop entrer dans le détail. Je vais utiliser une approche fréquentielle. Et bien sûr, je travaille avec ici, c'est très intéressant. Euh, lorsque vous allez vouloir interpréter votre modèle, si jamais vous avez utilisé les paramètres 1D vont faire la mise à jour de, euh, de ces deux options. Le paramètre 1D vous donne le nombre de couches minimum, le nombre de couches maximum. Et ici, pour le nombre d'itérations, c'est vous qui le définissez. C'est pour un point que j'ai calculé, je répète le calcul en ce point combien de fois. Donc ici, le nombre de couches ici ne sera pas très important parce que je n'utilise pas les paramètres qui proviennent de 1D. Et du coup, je peux juste cliquer sur OK. Là, le logiciel me demandé d'enregistrer euh, la configuration que je viens de créer. Et je peux juste dire, bon, c'est P4, c'est mieux. J'avais déjà mieux, là, je vais continuer. Ce n'est pas vraiment une bonne nomenclature. C'est pas vraiment une super nomenclature, mais bon, nous sommes juste en train d'expérimenter la vraie dans le ça.
Voilà. Ça, c'est une chose. Une autre chose dont nous avons besoin, c'est la distribution statistique de nos données. Pour cela, je clique sur ce bouton. Et ici, j'ai mon histogramme de la donnée initiale. Je peux laisser ça comme ça parce que je n'ai pas besoin de plus que ça. J'ai juste besoin de l'histogramme. Et ça aussi, je vais l'enregistrer quelque part. C'est important de savoir où vous enregistrez parce que lorsque vous allez lancer, euh, lorsque vous allez lancer une version, vous allez revenir récupérer tous ces fichiers-là, puisqu'une inversion travaille avec ces fichiers. Une autre chose dont nous avons besoin, c'est la taille du voisinage glissant à utiliser lorsque la simulation est en cours d'exécution. Donc, vous cliquez sur ce bouton. Et ici, vous choisissez la forme. Vous avez besoin d'un set. Vous définissez le rayon d'influence de ce set qui définit la taille du voisinage glissant. Ça veut dire que pour chaque point, voici un peu, chaque point sera au centre de ce set. Et voici un peu la densité d'observation qui sera utilisée pour le point en question. Et donc, je clique sur OK. Vous comprenez que vous pouvez rendre ce cercle tellement grand qu'il récupère toutes les données, n'est-ce pas? Donc, tout ça dépend de vous. Mais à mon humble avis, bon, à mon humble avis, vous n'avez pas besoin de faire ça parce que non seulement vous voulez que votre programme compile vite, mais aussi vous savez que la dépendance spatiale est conditionnée par la distance entre les observations. Donc, pourquoi prendre un point qui est à l'autre bout du monde là-bas si vous savez que il n'a pas une très grande influence sur la simulation. Donc, et donc ici, j'ai a priori toutes les informations nécessaires. Je peux lancer mon inversion. Pour ce faire, je vais cliquer sur ce bouton et il va me demander l'histogramme que je viens de créer. Donc, l'histogramme que je viens de créer, c'est lequel? Ah, comme c'est celui-ci. Voilà le modèle de, voilà les données importées. Donc ça, c'est la donnée mesurée. Maintenant, il va me demander ceci, je crois que c'est ceci que je viens de créer. Ceci, vous savez, c'est la configuration de mon simulateur. Et ensuite, il va me demander les paramètres de mon voisinage glissant. Et maintenant, il va me demander de créer un fichier de sauvegarde. Les fichiers de sauvegarde sont très importants. Je vais vous dire pourquoi à la fin. Je n'ai pas la force d'imaginer non plus celui-ci. Et actuellement, il est en train de faire le calcul. Donc, le logiciel va rester figé le temps que le calcul soit terminé. Et quand le calcul est terminé, vous aurez notre résultat ici. Donc, si vous vous souvenez, c'est le résultat les résultats qu'on avait déjà sur la dernière vidéo qui était testée. Et ce que j'essaie d'expliquer dans cette vidéo, c'est que le but de la manœuvre, c'est trouver ok, là, le résultat, le résultat. Le but de la manœuvre, c'est trouver un modèle juste de données qui se rapproche de ce modèle-ci en conservant la distribution statistique et la distribution spatiale, mais en jouant sur l'échelle des grandeurs. Parce que, souvenez-vous, la tomographie, c'est les valeurs que vous avez à l'issue de tomographie, ce sont des statistiques. Parce que pour un point mesuré, il y a beaucoup de valeurs qui arrivent dans le décimètre. Le décimètre vous donne une valeur moyenne de la mesure effectuée dans un intervalle de temps, peut-être 2 secondes, 3 secondes, ou bien en l'espace d'une seconde. Et ce sont ces valeurs-là que vous manipulez après. Donc, il y a une incertitude sur ces valeurs-là. Le but de la manœuvre, donc, c'est de couvrir cette incertitude pour avoir la valeur probable. Et c'est ça que nous avons ici. Et vous avez maintenant les valeurs que vous avez comme intervalle de confiance. Donc, voici les deux modèles qui font votre intervalle de confiance. Et voici votre valeur probable, votre modèle probable. Ensuite, ce que vous faites, c'est que vous avez ce modèle, il n'a pas de topographie, et vous voulez acheter la topographie. Alors, vous cliquez sur ce bouton. Souvenez-vous, on a déjà la topographie ici.
Et on a des modèles donc il n'y a plus rien d'autre à faire, si ce n'est que cliquer sur ce bouton-ci. Et ici, qu'est-ce que vous faites? Ici, vous allez vous-même définir euh, la fenêtre de récessivité pour la couche que vous imaginez avoir sur le temps. Par exemple, je peux dire que ma première couche, c'est la couche pour laquelle les récidivités vont de 0 à 250. Et je vais dire que cette couche-là, dans cette coloration-ci, c'est pas, donc je vais ajouter la couche. Et voilà les points. Ici, mon modèle qui en ces valeurs. Ensuite, je vais dire que la couche suivante, c'est de 250. Pardon. C'est de 250 à 500. Et pour cette couche, je vais donner une coloration bleue un peu plus foncée, genre quelque chose un peu comme ça. Pourquoi pas. Et je vais ajouter. Et voilà la couche en question. Ensuite, je vais dire la suivante, c'est de 500 à 750. Et pour cette couche, je vais toujours choisir le même bleu, mais je vais aller encore plus foncé. Ok. Et voilà, c'est pas vraiment, j'espère que c'est visible. J'ai du mal à voir, mais j'espère que c'est visible. C'est ici, comme ça, là. Et voilà, là. C'est ici, comme ça. Et, ok, c'est bon pour le bleu. Ça me fatigue. Donc, de 750 à 1000. Ok, on change de bleu pour le vert. On prend un vert un peu foncé pour une sorte de transition. Oui. Et quand on ajoute, voilà ce qu'on a. Donc, on voyait le bleu qui était un peu trop foncé. Là, il est juste là quelque part. Donc, c'est pas vraiment, pas très, très visible, mais bon, on va faire avec. Et de 1000 à 1250. Donc, souvenez-vous, cette partie, ça dépend de vous. Et comment est-ce que vous voulez euh, segmenter. Si vous avez des gammes de résister précises, utilisez cette gamme de résister. Par exemple, si vous savez que dans votre domaine, vous avez le granit, vous avez peut-être le basalte, vous avez peut-être le gneiss, vous avez toutes ces choses-là. Utilisez ces valeurs-là pour créer votre modèle discret. Ok, je vais prendre encore le vert, je vais prendre un qui soit plus clair maintenant. Pourquoi pas, prenons un vert un peu comme ceci. Puisqu'après ça, je vais changer encore de coloration. Voilà. Là, on est à 1250. C'est à peine si on a quelque chose. 1250 pour 1500. Voilà, si on a une différence. Et là, on parle. Oh, ok. J'ai juste ajouté. Je n'ai pas choisi de couleur, j'ai juste ajouté ça après la couleur. La dernière couleur que j'ai entrée, c'est vraiment pas. C'était vraiment pas ce que je voulais faire. Soit 1500 pour 1750. Je vais choisir maintenant le jaune. Je vais choisir le jaune. Et tu vas ajouter. Ok. Et disons 1650 pour 3500. Et je vais prendre un rouge. Rouge. Voilà. Donc, comme ça, vous avez votre modèle avec la topographie. Et souvenez-vous que vous pouvez avoir ce modèle non pas seulement avec les récivité, mais oui, d'avoir des valeurs de récivité ici, vous pouvez avoir les noms de couches correspondantes. Donc, ça dépend maintenant de si vous avez les informations pour ces couches-là. Et la topographie, je vous ai dit au départ, que clairement, ça semble une topographie fictive, pas vrai?
Et une autre chose, c'est que la résolution de la grille va aussi avoir un impact sur le rendu. Mais en gros, voilà ce que vous pouvez faire avec le logiciel. C'est, comme je disais tantôt, en cours de finition pour cette version ici, il y a beaucoup de choses qui sont ajoutées. Je peux par exemple vous montrer, sinon vous montrer autre chose qui sera ajoutée, en tout cas qui est inclus. Et voilà. Donc, il y a ce module-ci aussi qui est en cours de finition dans le logiciel. Je ne vais pas vous parler de ce module ici. Je vais vous laisser, je ne sais pas comment je dis ça, dans le, je vais aussi sur votre soif. C'est une difficile expression d'appeler ça. Mais en gros, ce module-ci sera un module de monitoring. Vous savez quand même ce que c'est le monitoring. Donc, je vous dis à très bientôt pour euh, la présentation de la version finale, celle qui sera la première version qui sera distribuée gratuitement sur nos plateformes. D'ici là, portez-vous bien. Ciao.